Mesdames, messieurs, bonjour. Installez-vous confortablement, prenez peut-être un café si vous le voulez. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir choisir le bon ETF dans cette formation gratuite que j'ai fait étape par étape. Ça a été pour moi un gros défi puisque cette vidéo, je voulais qu'elle soit le guide ultime pour vous aider à choisir un ETF vraiment avec tous les critères indispensables que vous devez connaître. Vous découvrirez d'ailleurs dans cette vidéo qu'il y a 15 critères que j'aimerais vous partager et qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans le choix d'un ETF. Et donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo parce que peut-être vous hésitez à investir dans le domaine boursier, à investir dans un ETF de manière générale, vous devriez avoir la réponse dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je vais bien entendu vous parler de cette phrase qui est la phrase classique. Je ne suis pas un conseiller financier et tous les éléments transmis dans cette formation ne sont faits qu'à titre éducatif et pédagogique bien sûr. J'étais obligé de le mettre donc je l'ai mis dès le départ. Alors commençons immédiatement. Vous le savez probablement, mais aujourd'hui, les ETF, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode. Et d'ailleurs, on voit le nombre ne cesse d'augmenter année après année. Les Échos ont même fait un article dans lequel ils montraient justement qu'il existait aujourd'hui près de 8000 fonds indiciels, c'est-à-dire des ETF, qu'on appelle aussi des trackers, contre 1000 15 ans plus tôt. Ça veut dire qu'en 15 ans, le nombre des ETF en fait a été multiplié par 8. Et on comprend du coup pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent investir en bourse, mais qui forcément quand ils voient les actions, ils ne savent pas trop comment investir. On en reparlera d'ailleurs dans cette vidéo. Mais quand ils découvrent les ETF, ils trouvent cette idée géniale. Mais le problème, c'est qu'il y en a des milliers. Donc comment on fait pour choisir le bon ETF ? Et d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une bulle sur les ETF ? J'ai trouvé cet article sur BFM qui est extrêmement intéressant. Michael Burry, qui est la star du film The Big Short, donc vous savez, c'est le film, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, regardez-le, il est sur Netflix au moment où je tourne cette vidéo. C'est un gérant de fonds et en fait, il avait shorté le marché juste avant la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'il avait prédit que le marché allait baisser et il a gagné énormément d'argent. Et en fait, Michael Burry a prédit tout simplement une bulle au niveau des ETF, comme quoi en fait il y allait avoir énormément, enfin il y a tellement d'ETF que forcément il y en a qui vont couler, d'autres qui vont s'arrêter, etc. Et quand j'ai vu cet article, je me suis vraiment posé la question et je pense que cette question est légitime, peut-être que vous pouvez vous la poser aussi, c'est quels seront ceux qui resteront à l'avenir. Parmi les ETF qu'on a aujourd'hui, quels sont les ETF qui vont rester? Quels sont les ETF dans lesquels on va pouvoir avoir confiance, dans lesquels on va pouvoir continuer d'investir au cours des prochaines années? Puisque vous le verrez, la stratégie que je vais notamment vous partager dans cette formation sont des stratégies assez long terme. L'objectif, c'est de pouvoir continuer d'investir sur le long terme encore et encore. Et c'est vrai en fait qu'on peut se poser la question, mais si j'investis dans un ETF, j'ai pas envie que cet ETF coule, mette la clé sous la porte ou que tout simplement l'émetteur de l'ETF reparte avec mon argent. Et ça m'a tout de suite fait penser à cet article que j'avais vu sur Wikipédia. Regardez ça. J'étais tombé sur un article de Wikipédia qui disait la liste des constructeurs automobiles uniquement aux États-Unis qui aujourd'hui ont fait faillite, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. Et regardez, donc on parle juste du domaine automobile, donc uniquement les sociétés qui se sont créées dans ce secteur-là. On peut voir en fait qu'au début des années 1900, alors fin 1800, début 1900, il y a eu en fait une création de sociétés dans le domaine de l'automobile qui est juste énorme parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu cette bulle. À l'époque, il y avait vraiment en fait tout simplement énormément de sociétés qui se sont créées. Ils se sont dit, ça y est, l'automobile, c'est l'avenir. Demain, tout le monde aura une voiture et tout le monde s'est mis en fait à créer une société dans le domaine de l'automobile. Et regardez, donc ça, c'est juste la liste des constructeurs qui ont fait faillite. Donc imaginez, on est juste dans le domaine de l'automobile et uniquement aux États-Unis. Regardez cette liste-là. C'est toutes des entreprises dans le domaine de l'automobile qui ont fait faillite. Il y en a des centaines. Et ça montre un petit peu l'impact que peut avoir une bulle sur un marché. Quand on est dans un domaine où tout le monde se dit ça y est, c'est révolutionnaire, ça va changer le monde, etc., tout le monde se met à le faire. On le voit aujourd'hui dans le domaine des cryptos, tout le monde a envie de créer sa crypto-monnaie. On l'a vu au début des années 1900 avec les automobiles et aujourd'hui, on peut plus ou moins le voir avec les ETF, même si en effet, c'est un produit financier et vous allez le voir qui a vraiment révolutionné la finance. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une bulle vu le nombre d'ETF qui sont disponibles aujourd'hui et vu tout simplement les capitaux qui vont de plus en plus vers les ETF. C'est pourquoi ce qu'on va voir dans cette formation va permettre d'éviter ce risque-là. On va avoir des critères très stricts,
très sérieux pour uniquement sélectionner les ETF dans lesquels on peut avoir confiance et les ETF qui, on le suppose, même si bien entendu on ne peut jamais être certain bien sûr, qu'ils vont rester en fait solides au cours des années à venir et vous allez comprendre pourquoi à travers les 15 critères que je vais vous partager dans cette formation gratuite. Alors très rapidement, à qui s'adresse cette formation? Est-ce que justement elle est pour vous? Je voulais être sûr que vous ne perdiez pas votre temps en regardant cette vidéo. Je sais à quel point votre temps est précieux. Moi-même quand je regarde une vidéo, je veux être sûr que ce que je vais apprendre, ça m'intéresse, il y a vraiment de la valeur et c'est vraiment pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, cette vidéo, elle va s'adresser aux débutants en bourse qui n'a jamais investi. Donc par exemple, si toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu n'as pas investi 1 euro encore en bourse, peut-être tu as peur parce que tu ne sais pas si ton premier investissement, tu risques de perdre de l'argent. Enfin bref, pour plein de raisons, et je le comprends parce qu'à un moment donné, on a tous été débutants. Tu es là, tu as vu cette opportunité de l'investissement en bourse, mais tu te poses encore des questions sur comment choisir l'ETF, quel est le meilleur moment, etc., etc. Si c'est ton cas, cette vidéo sera pour toi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Également, on a les personnes qui veulent booster leur performance actuelle. Donc si aujourd'hui vous avez déjà investi en bourse et que votre but c'est tout simplement d'aller plus loin, de remettre un petit peu en question peut-être ce que vous avez fait, juste ouvrir votre esprit, regardez ce qui existe. Est-ce qu'il n'existe pas des solutions moins chères? Est-ce qu'il n'existe pas des solutions plus performantes? Bref, vous allez voir des critères que peut-être vous n'aviez pas eu au moment où vous aviez commencé à investir en bourse et qui devraient tout simplement vous montrer tout simplement une meilleure manière ou une nouvelle manière de choisir vos ETF. Petit disclaimer aussi, les stratégies d'investissement que je vais vous proposer sont des stratégies d'investissement passives et long terme. On ne parle pas de spéculation. Si vous êtes ici pour faire du day trading, du swing trading ou toutes sortes de trading, cette vidéo n'est pas pour vous, vous allez perdre votre temps. Si par contre, votre objectif c'est d'investir en bon père de famille, c'est-à-dire que vous voulez investir une petite somme tous les mois et juste en fait faire fructifier votre patrimoine, vous voulez avoir de la performance mais peu de risques et vous avez surtout une vision long terme. Vous n'investissez pas pour gagner 10 000 euros par mois le mois prochain. Vous investissez parce que vous savez que si vous laissez votre argent dans un compte épargne par exemple, eh bien à cause de l'inflation, c'est-à-dire que les prix augmentent, eh bien cet argent va perdre de la valeur. Ou alors vous savez que le livret A aujourd'hui est juste quelque chose de sous-performant. On voit qu'un livret A est entre 0,7 et 1% de rendement. Les stratégies que je vais vous montrer vous permettent d'avoir des rendements de 10, 20, 30% par an. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant qu'un livret A. Donc si c'est votre cas, cette formation sera bien entendu faite pour vous. Alors très rapidement, parce que je sais que certains d'entre vous peut-être ont une idée de ce qu'est un ETF, mais peut-être c'est pas très clair, je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible en prenant un exemple d'ETF. Regardez ici. Un ETF, pour faire simple, c'est un produit financier. Aujourd'hui, sur le marché boursier, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter des ETF, etc., etc. Eh bien, tout comme on va acheter une action, par exemple une action de Apple ou de Tesla ou de Amazon, on peut acheter une part d'un ETF. Les ETF, en fait, c'est des produits qui sont créés par des émetteurs d'ETF. En l'occurrence, ici, cet ETF est proposé par un émetteur qui s'appelle iShares, qui est une filiale de BlackRock, qui est tout simplement l'une des plus grosses banques au monde. On voit que ici, cet ETF, il est basé sur le S&P 500. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le S&P 500, c'est un indice. Les indices, ils nous permettent d'avoir, on va dire, un ordre d'idée de où est-ce qu'on en est sur le marché. Pas juste une entreprise, mais un marché global. Par exemple, ça peut être le marché des États-Unis, ça peut être l'Europe, ça peut être un pays comme la France ou même un secteur, par exemple l'automobile, etc. Et le problème, c'est que techniquement, on ne peut pas acheter un indice parce que l'indice, c'est uniquement quelque chose qui nous donne un indicateur. C'est des statistiques en gros. Et au début des années milieu 70, il y a pour la toute première fois un fonds qui a eu l'idée de créer un produit qui s'appelle aujourd'hui les ETF, qui a pour but de reproduire la performance d'un indice. C'est-à-dire que vous n'achetez pas directement l'indice, vous allez acheter un ETF qui aura pour but de reproduire cet indice-là. Et regardez par exemple, si on va sur Google Finance et qu'on regarde les différents indices, on peut voir que le S&P 500 par exemple, c'est un indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. Donc en fait, ça nous donne une idée du marché américain. Si le S&P 500 monte, ça veut dire que les 500 plus grosses sociétés américaines vont monter et donc du coup le marché américain monte. Par exemple, en France, vous le connaissez peut-être, on a le CAC 40. Le CAC 40 qui, alors pardon, c'est pas le CAC 40 leverage, c'est le CAC 40 tout court, ici.
Voilà, le CAC 40 qui, en l'occurrence, c'est les 40 plus grosses sociétés sur la bourse de Paris. Et donc, tout simplement, on peut se dire, bah tiens, si le CAC 40 augmente, c'est tout simplement que l'économie, on va dire, de la France augmente de manière générale. Et donc, par exemple, on a également sur l'Europe, plutôt, on a le Stoxx, donc ça c'est un indice encore une fois, et on a Europe 600 ou Europe 50. Si on regarde Europe 600 par exemple, on peut voir que c'est un indice qui va nous montrer les 600 principales capitalisations européenne, donc sur les places boursières européennes. Donc ce qui est plutôt très intéressant. L'autre point intéressant avec les indices, c'est qu'ils évoluent constamment. Si on prend le cas de l'Europe Stoxx 600, eh bien en fait, il va constamment garder les 600 plus grosses capitalisations européennes. Si la 599e venait à sous-performer une année, elle va quitter le classement et se faire remplacer par une autre plus performante. Et donc en fait, on a toujours en gros, en direct, une représentation réelle du marché, de sa performance actuelle en fonction des 600, ici, plus grosses sociétés européennes. C'est la même chose pour le CAC 40, pour le S&P 500 et tous les autres indices. Et donc, le gros avantage d'un ETF, c'est que vous investissez non pas sur une action, mais sur un marché global. Et donc, vous n'essayez pas de jouer au poker en disant quelle action va monter, quelle action risque de baisser, quelle va être la prochaine action à faire x10. Non, ici, on ne fait pas d'a priori, on achète le marché que l'on souhaite. Les États-Unis, la France, l'Europe, peu importe. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a un ETF, donc fourni par l'émetteur iShares, qui a pour but de reproduire la performance du S&P 500 que je vous ai montré tout à l'heure. On voit ici que dans cet ETF, on a 514, regardez ici, 514 actions. Et on peut voir en fait jusqu'à combien on est investi sur chacune de ces actions. On peut voir que l'ETF donc compose 500 actions. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que en achetant uniquement cet ETF, vous êtes diversifié instantanément sur 500 entreprises. Donc, imaginez si l'une d'entre elles baisse, c'est pas très grave parce que vous en avez 513 autres qui sont là pour soutenir la performance. Et on voit que ici, on a 7% d'Apple, on a 5,9% de Microsoft, on a 3,6% d'Amazon, etc., etc. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on voit qu'on a un petit peu de toutes les grosses sociétés américaines qui sont donc ici sur l'indice S&P 500. Voilà, je pense que si vous ne saviez pas ce qu'est un ETF, ça doit être un petit peu plus clair à présent et on va donc continuer. À présent, pour être très clair, voici les différentes raisons d'investir dans un ETF parce que vous allez voir que pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures manières de débuter son investissement en bourse. Premièrement, il faut prendre conscience que vous ne pouvez pas battre le marché ni les meilleurs gérants de la planète. En fait, il faut même savoir une chose. Vous savez, les professionnels, les courtiers qui investissent sur les marchés, les traders, etc., eh bien 96% d'entre eux n'arrivent pas à battre le marché. Et c'est même pas moi qui le dis. Regardez, c'est dans un livre qu'a publié Tony Robbins, qui est d'ailleurs un best-seller, sur lequel il a interviewé les plus grands gérants de la planète, etc. Et en fait, il a découvert ici que 96% des fonds de gestion active, c'est-à-dire les fonds dans lesquels il y a des traders qui vont tout simplement essayer d'acheter, de vendre, acheter, revendre pour essayer de battre la performance du marché. Quand on dit battre la performance du marché, c'est par exemple battre la performance du marché européen, c'est-à-dire l'indice qui représente le marché européen. Et bien en fait, ces fonds de gestion active, 96% ne battent pas, donc c'est not beat the market, ne battent pas le marché. Ça veut dire qu'il y a des gars à qui on confie notre argent. Leur job, c'est d'acheter, de revendre des actions, d'utiliser des leviers, etc. pour essayer de battre l'indice qui représente le marché. Mais dans 96% des cas, ils n'arrivent même pas à le battre. Donc nous, en tant que particuliers qui n'avons pas des milliards à investir, on ne va pas essayer de jouer au trader. On ne va pas essayer d'acheter la bonne action, de deviner quelle va être la future action qui va exploser. Parce que même les professionnels n'arrivent pas à le faire. Donc pour éviter ça, on va simplement se dire, ok, on va acheter un ETF et on va simplement acheter le marché. La deuxième raison, c'est que vous n'avez peut-être pas le temps de rester derrière votre ordinateur toute la journée. Et puis, de toute façon, ce n'est pas votre métier, j'imagine. Si aujourd'hui, peut-être vous avez une activité ou peut-être que vous avez une entreprise ou peu importe la raison pour laquelle vous allez investir, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez peut-être pas le temps de passer votre journée derrière l'ordinateur à, vous savez, analyser des graphiques extrêmement compliqués, essayer d'acheter à la minute près, etc. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, l'ETF sera parfait pour vous. Également, ça vous permettra de réduire les frais au maximum parce que notamment, c'est passif. Quand on fait de la gestion active, qu'on passe par un fonds ou qu'on essaye d'acheter, de revendre, etc.,
à chaque fois, il y a énormément de frais. Si vous le faites vous-même, plus vous allez faire de transactions, plus vous allez avoir de frais. Donc, ça va réduire votre performance. Si vous passez par quelqu'un, une banque ou un trader ou un gestion de financier, enfin bref, peu importe, cette personne-là va prendre des frais parce qu'elle va placer des positions, elle va gérer votre argent, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. L'avantage d'un ETF, c'est que vous investissez dans l'ETF et vous ne faites plus rien. Vous laissez le marché suivre son cours. Et on l'a vu en fait, historiquement, le marché ne fait que monter. Ça dépend bien entendu des marchés, on va le voir juste après, ça va faire partie des critères de sélection. Mais si vous choisissez un bon marché, il y a de fortes chances qu'il monte. Donc, on réduit les frais parce qu'on ne délègue à personne et on ne va pas faire 1 milliard de transactions. On va acheter un ETF et ensuite, on ne va plus rien faire. Et concernant les frais, regardez ça. Je voudrais vraiment vous montrer l'impact que les frais peuvent avoir sur votre performance parce que bien souvent, on ne se rend pas compte que 1% ou 2% de frais, tout simplement, peut avoir une énorme différence sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Regardez ça. Imaginons que vous dites, très bien, vous voulez mettre par exemple 100 € par mois d'investissement en bourse. Donc 100 € par mois, ça fait 1200 € par an puisque là, c'est des placements annuels. Avec une performance de 10% par an qui est largement atteignable, vous allez le voir juste après, je vais vous le montrer quand on va choisir les ETF. Vous pouvez voir que avec une performance de 10% par an, si on regarde sur 30 ans, ça se transforme en 200 000 €. Et on parle que de 100 € par mois. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement intéressant. Ça se transforme en 200 000 € en l'espace de 30 ans. Donc si aujourd'hui vous avez 30 ans, à l'âge de la retraite, vous aurez uniquement en mettant 100 € par mois, 200 000 € de côté. C'est plutôt intéressant. Et vous gagnerez ici, donc c'est ça ce que ça veut dire, cette colonne intérêt annuel. Vos placements boursiers vous permettront de gagner 18 000 € tous les ans. Mais regardez, si je n'ai seulement que 2% de frais, c'est-à-dire que tous les ans, j'ai 2% de frais à ma performance parce que je passe par un professionnel, un courtier, des frais de transaction, etc., etc. Et donc, ma performance n'est plus de 10, mais de 8%. Eh bien, regardez sur la même période de 30 ans, je ne suis plus à 200 000, mais 136 000. J'ai perdu près de 70 000 € seulement avec 2% de frais en moins. Et ça montre en fait l'importance des frais. Vous allez voir, je vais vous le montrer, mais aujourd'hui, les ETF, vous pouvez acheter des ETF à 0,05% de frais. Là où, avec les professionnels ou la plupart des fonds, vous allez payer 2-3% de frais, voire même 4% de frais pour certains fonds. Donc, au lieu d'avoir 10%, vous avez peut-être 9,95%. Alors pardon, c'est en pourcent, voilà, 9,95% de performance et donc c'est 0,05% de frais. Vous voyez, vous coûte 3 000 €, mais c'est plutôt extrêmement raisonnable par rapport aux 3 ou 4% de frais qu'on peut même avoir. 4% de frais, pour regarder ici, ça ferait tomber la performance à 6%. Et là, sur 30 ans, c'est pas, là, sur 30 ans, c'est plus de 100 000 € que vous perdez. Donc c'est juste quelque chose de gigantesque et les frais, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. L'autre point également par rapport aux ETF, c'est imaginer choisir la mauvaise action, comme je vous le disais. Et regardez ça, on va comparer en fait Air France au marché, tout simplement au S&P 500. On va prendre par exemple, donc je vais rajouter, donc je vais mettre ici comparer et je vais mettre le S&P 500, un ETF sur le S&P 500. Et regardez ça, on voit vraiment là l'évolution. On voit que en effet, ici, sur le court terme, Air France est vraiment monté beaucoup plus fort. Mais on voit que sur le long terme, même si une action semble intéressante à court terme, le marché, lui, suit son cours. On voit que pendant le Covid, ici, Air France, ils ont vraiment baissé et ensuite, ils n'ont jamais repris leur performance. Mais en l'occurrence, le marché, lui, a continué de monter. Et donc, toutes les personnes qui auraient acheté un ETF, ici en orange, sur le S&P 500, aurait vraiment monté alors que, le Air France c'est vraiment, a vraiment chuté. On peut également comparer non pas au S&P 500 mais au CAC 40 par exemple, puisque on est sur la France. On peut voir ici alors que la performance du CAC 40 est moins élevée, mais on voit quand même que ça a monté là où tout simplement le Air France a baissé. Regardez ici, on est à 42% de croissance ici contre moins 30%. Donc c'est juste quelque chose de dingue. Et si on regarde depuis 2018 ici, comme ça, on peut voir que là on a 34% de croissance et contre moins 63%. Donc voilà, ici il n'y a pas photo. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'investir sur un ETF sur le CAC 40 plutôt que sur Air France directement. Également, le gros avantage, c'est qu'avec un ETF, étant donné que vous ne déléguez pas à un professionnel, vous allez pouvoir gérer votre argent par vous-même. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour être tout simplement libre. Dans certaines
situations où par exemple le marché va baisser, certains fonds refusent aux investisseurs de retirer leur argent parce que s'ils se mettent à retirer leur argent, ça va faire encore plus baisser le cours, etc. Et donc là, le gros avantage, c'est que vous êtes tout seul, donc vous êtes beaucoup plus flexible. Vous voulez acheter quelque chose, vous le faites. Vous voulez vendre, vous le faites. C'est beaucoup plus intéressant d'apprendre, de se former. Il faut juste comprendre, savoir comment ça marche pour être totalement indépendant et ne plus avoir affaire à des courtiers qui de toute façon n'arrivent pas dans la plupart des cas à battre le marché et tout simplement vous facturent des frais exorbitants. D'autant plus que si vous apprenez à le faire vous-même, vous pourrez l'apprendre à toutes les futures générations de votre famille. Vous pourrez l'apprendre à vos enfants qui eux-mêmes pourront devenir indépendants. Vous pourrez l'apprendre peut-être à vos frères, sœurs, etc. qui pourront profiter de la bourse, investir par eux-mêmes et ne pas avoir affaire à des courtiers ou des personnes qui pourraient tout simplement les arnaquer ou leur faire facturer des frais juste exorbitants. Je pense que quand on parle d'argent qu'on a durement gagné, eh bien c'est très important de savoir gérer son argent soi-même. Pour ma part, et je pense que vous serez d'accord pour dire la même chose, j'ai pas envie de prêter mon argent à n'importe qui. Mon argent, je l'ai gagné, j'ai mis du temps pour l'avoir, j'ai beaucoup bossé pour l'avoir. J'ai pas envie que n'importe quel gars qui me promet des rendements exceptionnels, etc., tout simplement me fasse perdre mon argent. J'ai pas envie de mettre mon argent dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis responsable de mon argent. Et si je le perds à cause de quelqu'un d'autre, je m'en voudrais toute ma vie. Donc, pour moi, je veux apprendre à gérer mon argent, ça fait partie de mes priorités et le fait d'investir dans les ETF permet de rester au contrôle et de ne pas justement déléguer la gestion de notre argent à quelqu'un d'autre. Également, ça nous permettra d'assurer nos vieux jours et vivre de nos rentes maintenant parce que oui, on peut générer des rendements avec un ETF, on peut le faire dès maintenant, ça dépend du capital que vous avez à faire et le gros avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir continuer à capitaliser pour peut-être la retraite. On sait, mais personnellement, moi, alors c'est un avis personnel, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je ne crois pas trop au fait d'avoir une retraite. On voit que plus on avance, plus la part des retraités en France et dans d'autres pays augmente, tout simplement parce que la durée de vie augmente. Et on le voit, il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de cotisants pour des cotisés à la retraite. Et aujourd'hui, ça réduit de plus en plus. Et en fait, d'un point de vue mathématique, c'est presque impossible que plus tard, moi qui aujourd'hui ai 24 ans, c'est presque impossible que j'ai une retraite. Parce que tout simplement, il n'y aura pas assez de personnes pour financer cette retraite-là. Et on peut se dire, mais comment les États vont faire, etc. Dans tous les cas, j'ai pas envie de faire confiance à l'État pour mes finances et pour ma retraite. Donc je veux aujourd'hui prendre mon avenir en main et je veux tout simplement cotiser de mon côté, mettre de côté, faire fructifier cet argent pour pouvoir en profiter quand peut-être j'aurai plus envie de travailler ou que je n'aurai plus la santé ou l'énergie ou peu importe. Également, l'objectif de l'ETF, c'est de réduire les risques tout en restant performant. Ça fait très peur à beaucoup de gens, l'investissement en bourse. Beaucoup de gens ont peur de tout perdre. Beaucoup de gens ont peur que s'ils investissent leur argent, on en a parlé ici, leur argent durement gagné, eh bien, cet argent puisse perdre beaucoup de sa valeur. Et bien en fait, c'est vraiment le cas lorsque on va investir dans des actions. Parce qu'on l'a vu, il y a des actions qui perdent vraiment beaucoup de valeur. Également, dans le day trading, donc vous savez, ces personnes qui vont acheter et revendre le même jour, on voit en fait que, en tout cas c'est une étude qui a été faite par l'AMF, que 89% des day traders perdent la totalité de leur capital dès la première année d'activité. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, on ne peut pas battre le marché. En réalité, c'est quelque chose que très peu de gens peuvent faire. Battre le marché, c'est presque impossible pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas deviner si le marché va monter ou baisser, etc. Et en l'occurrence, acheter un ETF directement sur le marché, c'est généralement la solution la plus simple. Très rapidement, je bois un petit coup de café avant de reprendre. Ok, alors à présent, pour justement identifier nos ETF, on va utiliser Just ETF. C'est une plateforme que je vous recommande fortement qui nous permet tout simplement, et vous allez le voir, c'est une plateforme géniale, de pouvoir comparer. Alors hop, j'ai fait suivant, de pouvoir comparer en fait tous les ETF dans le domaine de l'Europe. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on va pouvoir comparer tous les ETF européens. On va aller sur Search ETF ici et comme vous pouvez le voir, en Europe, on a 1997 ETF, ce qui est plutôt extrêmement intéressant, mais ça fait quand même beaucoup. Il n'y en a pas 8000 comme dans le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on en a néanmoins 1997. Et c'est vrai que ça peut être très difficile. Quand vous regardez ça, vous voyez des noms extrêmement compliqués, Paribas, Easy, Equity, Low Volatility. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vraiment vous éclairer sur tous ces points-là. Donc regardez, dans cette vidéo,
je vais vous partager donc 15 critères que j'ai regroupés en fait en 3 catégories. La première catégorie donc de critères, ça va être choisir des ETF performants. Donc on va voir tous les critères qui vont nous permettre d'identifier des ETF qui vont dégager de la performance. Ce à quoi il faudra rajouter tous les critères pour avoir un ETF peu risqué. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de performant, mais qui va nous éviter de subir un crack, qui va nous éviter tout simplement de perdre tout notre argent du jour au lendemain. Donc c'est ce qu'on verra dans cette deuxième liste de critères. Et pour finir, on verra en fonction de votre situation personnelle, quels sont les critères à valider en fonction de vous, où est-ce que vous vous trouvez, votre situation personnelle, etc. etc. Alors, on va démarrer par la première catégorie. On va voir donc le critère numéro 1, choisir un ETF performant. Et donc, la première chose à faire, c'est un ETF qui va nous permettre d'optimiser les frais. Donc, on va aller sur Just ETF et vous allez voir que ici, donc, on a la colonne TER qui est tout simplement le frais de l'ETF en question. On va classer et vous pouvez voir que, alors bon, là c'est 0, mais je pense qu'il faut les éviter. On voit qu'au plus bas, on est à 0,04%. Alors attention, c'est pas le seul ETF à regarder, c'est pas le seul critère à regarder. On voit que là, on est à 0,04% de frais et on voit que au plus cher, on est à 2%. Donc là, c'est un ETF sur le Bitcoin, vous voyez, Bitpanda, Bitcoin ETC. Donc c'est quelque chose de très récent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est à 2%. On voit également qu'on a des ETF. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? On a beaucoup d'ETF crypto ici, assez chers. 1.45, bref, en tout cas, vous voyez, c'est les plus chers sur les cryptos. Mais par contre, si on regarde donc les moins chers, on voit qu'on a des 0,04, 0,04, 0,05, etc. Et comme vous l'avez vu, les frais sont extrêmement importants. Donc ça, c'est le premier critère qu'on va prendre en compte pour maximiser sa performance. Parce que vous l'avez vu, sur un mois, il n'y aura pas de différence. Mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, les frais peuvent avoir une grosse différence. Le deuxième critère qu'on va regarder pour la performance, c'est justement les performances passées. Alors pour ça, on va utiliser deux outils. On va utiliser Just ETF, donc on va aller ici et vous pouvez voir au niveau de la performance, au niveau du dernier, de l'année qui vient de se passer. Quel est le plus performant? Alors attention, ce n'est pas parce que celui-ci a bien performé cette année qu'il va bien performer à l'avenir. Donc ce qui est intéressant, c'est de comparer au cours par exemple des 5 dernières années plutôt que seulement une année. Mais néanmoins, on peut regarder. Ici, donc on peut voir que celui-ci, vous voyez, a performé de 76,78%, ce qui est plutôt très intéressant au cours de l'année dernière. Voilà, on peut voir en fait que sur l'année ici, on est à 76% de croissance, donc entre le 9 février 2021 et le 9 février 2022. Donc ça aurait été intéressant de l'acheter ici. Le problème, c'est que si on regarde sur la durée maximum, donc depuis 2011, on voit qu'on est plutôt sur quelque chose qui descend en réalité. On est plutôt sur quelque chose à 1,87% de croissance. Donc ce qui n'est pas très bon, sachant que notre objectif, nous, c'est d'avoir quelque chose qui monte régulièrement. Donc vous voyez que lui est intéressant sur l'année qui s'est passée, mais pas forcément sur le long terme. Donc ce qu'on va regarder, c'est quelque chose de plus intéressant. Le mieux à faire, c'est de regarder un petit peu plutôt l'évolution des marchés. Si je vais par exemple sur TradingView et que je regarde, donc je vais dans indice ici et je vais mettre S&P 500. Ici, on va regarder et là on voit en fait que le S&P 500 ici, il a vraiment bien performé. Alors pardon, hop, je vais décaler mon écran. Il a vraiment bien performé et donc là on peut regarder, on peut aller ici et on peut se dire bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un ETF sur le S&P 500? Alors là c'est S&P 500 dans le secteur de l'énergie exclusivement et on va regarder, donc par exemple on peut aller ici. Donc marqué, donc là on a les indices, vous voyez, et on peut mettre S&P 500 par exemple ici. Alors on va pas mettre buyback. Alors attendez, hop, tac. Donc on peut regarder les indices, on va mettre S. Alors voilà, je vais prendre donc, est-ce qu'on a Standard & Poor's? Voilà, Standard & Poor's, voilà, S&P 500. Donc, il est ici. Donc là, on peut voir tous les ETF basés sur le S&P 500. Il y en a 23. Et on peut par exemple donc, prendre celui-ci. Donc maintenant, on peut utiliser notre autre critère. On va classer par frais, par exemple. Donc là, on voit que le moins cher est à 0,05. Et c'est Invesco S&P 500. Donc, on va regarder. On va cliquer dessus. Et là, on voit, donc on va regarder tout en bas et on voit donc voilà la performance max ici. Donc là, par contre, on est à 446% sur la durée totale. Donc on est depuis 2010. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant pour cet ETF. Donc là, pour l'instant, on a nos deux premiers critères.
On va avancer. Ensuite, sur quel marché se situe cet ETF? Bah, justement, ça peut être intéressant. Vous voyez, donc là, on est sur le S&P 500. Donc, on voit que l'année dernière, il a fait 22%. On voit également que sur les 5 dernières années, on est à 99%. Donc, ça reste quand même intéressant. Mais là, c'est le S&P 500. On peut regarder donc au niveau d'autres marchés. On peut prendre par exemple le CAC 40 ici. Voilà, le CAC 40. Donc, on va regarder. Par exemple, on peut comparer. Hein, on prend celui-ci. Donc, on va... alors, CAC 40, on va classer par frais. Bah, ils sont tous à 0,25, vous voyez. On va prendre celui-ci, par exemple. Le CAC 40. Et ici, donc, on voit, donc, on va prendre sur les 5 dernières années. Donc sur les 5 dernières années, on est à 68%, un peu moins bien, vous voyez, que le S&P 500. Et sur le max, on est à 330, mais parce que ça démarre en 2003. Donc vous voyez, beaucoup plus ancien que le S&P 500 en l'occurrence. On a également des indices extrêmement intéressants, c'est les indices MSCI. Alors MSCI va créer des indices en fait sur notamment les pays émergents, sur le monde entier, etc. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Par exemple, on a le MSCI, donc vous voyez, donc les marchés émergents, on a plein de choses, mais on a notamment un MSCI Europe, donc sur toute l'Europe, ça peut être vraiment intéressant. Et on a également donc MSCI France, vous voyez ici. Et on a aussi le MSCI, celui que j'aimerais vous montrer, c'est le MSCI World. Donc vous voyez ici, MSCI World. Et donc là, on a plusieurs domaines dans le World. Et on a MSCI World, sauf l'Europe, dans le domaine de la santé, etc. Est-ce qu'on a un MSCI World tout court? Donc on a Utilities, Value. On va prendre par exemple MSCI World en excluant les pays émergents. Donc voilà, donc là on a un ETF. On voit qu'on est à 0,35% de frais. On va regarder. Donc bien entendu, ça prend du temps de faire ce travail, mais je vous montre vraiment comment on va pouvoir faire hein, cette sélection. Je vais regarder sur 5 ans, on voit que depuis 2017, là on est à 74%, donc c'est plutôt pas mal. Donc le max, donc lui il a été créé en 2009, ok. Et sur l'année en cours, ben là on a perdu, alors là c'est l'année en cours, oui je vais plutôt regarder sur un an. Et là vous voyez on est à 17,78%, donc comme on a ici. Donc encore une fois ça peut être intéressant. À vous de voir justement, est-ce que vous voulez plutôt être sur le monde, est-ce que vous voulez plutôt être dans l'Europe, dans la France, aux États-Unis, etc. Et donc pour avoir un peu plus d'informations sur cet ETF, notamment où est-ce qu'il est positionné, le mieux c'est d'aller sur l'émetteur. Donc généralement le nom de l'ETF commence par un émetteur. Donc là on a Amundi par exemple. Et donc on va aller regarder. Donc on va mettre Amundi, on va prendre on va prendre le nom de l'ETF. On va aller sur l'émetteur directement. Donc je suis un particulier. Voilà. Hop, et on va aller donc dans les produits ici, ou alors la barre de recherche directement, ça va être même plus simple. Et je vais mettre directement donc le nom de l'ETF et je vais mettre OK. Et donc voilà l'ETF en question. Donc on peut d'ailleurs comparer un petit peu les informations qu'on a. On voit qu'ici donc on est bien à 0,35%, on a bien donc les mêmes frais. Et pour être sûr que c'est bien exactement le même ETF, on peut comparer le numéro d'ISIN qui est pour le coup un numéro unique. Donc on voit on a FR0 et ça finit par 114. Donc on peut comparer ici. Voilà, pour être bien sûr, voilà, donc c'est bien le même avec le ticker, c'est-à-dire son code d'identification, le CM9, et on a bien voilà, le même ticker CM9 ici. Donc c'est plutôt intéressant et on peut voir un petit peu où est-ce qu'on est investi. Donc on voit qu'on est dans le domaine de la technologie, des finances, de la santé, etc. On a de l'Apple, du Microsoft, ça c'est Google, Alphabet, Facebook, Tesla, etc. Donc c'est intéressant. On peut également d'ailleurs, donc comme vous le voyez ici, avoir plus d'informations sur tout simplement le site de l'indice et mettre tout simplement par exemple MSCI, donc on va plutôt mettre carrément ça, donc comme ça on va enlever ça, hop. Voilà. Et on va regarder par exemple en quoi consiste cet indice. Donc MSCI, donc non, c'est pas celui-là. Alors on va regarder. Voilà, et par exemple ici on a vraiment toutes en fait les compositions de l'indice. On voit qu'on est à 65% en USA, un peu de Japon, un peu de Royaume-Uni, de la France, etc. Enfin bref, on a vraiment tous les détails qu'on veut, si vraiment on veut aller dans le détail. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé. L'idée c'est simplement de se dire, ok, est-ce que je veux plutôt être sur le marché américain, la France? Vous pouvez comparer aussi, peut-être le marché européen aussi, etc. Ensuite, on va avoir sur quelle classe d'actifs on est investi. Alors vous allez voir en fait que au niveau du choix des ETF,
Vous n'êtes pas obligé d'acheter dans des actions, c'est-à-dire des parts d'entreprise. Vous pouvez investir dans d'autres domaines. Regardez ici, on a par exemple donc, des actions. On va avoir des obligations. Donc les obligations, je le rappelle, c'est un prêt que vous allez faire la plupart du temps à un État. Ça peut être aussi à des entreprises. Et en échange, vous allez tout simplement avoir une commission, plutôt des intérêts sur le prêt que vous allez donner à un État par exemple. Donc en fait, l'avantage des obligations, c'est que généralement, ça va être beaucoup plus lisse et vous permettre de vous protéger lors des cracks. On va avoir par exemple les métaux précieux, les crypto-monnaies, tout simplement tout ce qui va être également au niveau de l'immobilier, etc. Imaginons par exemple que vous voulez investir dans l'immobilier, donc un ETF plutôt papier, de l'immobilier papier. On va regarder ici, vous voyez que ici on a tout un tas d'ETF qui vont avoir pour but d'investir dans le domaine de l'immobilier. On peut regarder également par exemple dans le domaine des obligations. Et on peut même, vous voyez, choisir par pays. Donc, si on veut prendre des obligations, on va dire, ou plutôt par région, ce sera plus simple. On va prendre des obligations européennes. Voilà. Et ici, on peut voir donc l'IXOR Core Euro Gouvernement Bond. Et ici, donc, vous voyez, on a 0,07. Donc, c'est plutôt intéressant. Et là, on a un ETF en fait qui est basé sur les obligations. Alors, encore une fois, je vous disais, les obligations, quand on regarde les performances, on va se dire c'est pas très intéressant parce que si on regarde. Alors là, vous voyez qu'on a un très faible historique, hein, il est très récent celui-ci, donc on va prendre un autre. On va regarder par exemple, on va regarder celui-ci par exemple. Voilà. Donc ici, hop, est-ce qu'on a un vécu un petit peu plus long, 5 ans, voilà, c'est pas mal. Le gros avantage des obligations, vous allez voir que la performance n'est pas non plus géniale, même si là sur 5 ans on est à 15%. Mais le gros avantage, c'est que ça permet de réduire les risques en période de crack quand le marché va baisser. Alors ici, on a eu une petite baisse, mais beaucoup moins forte que tout simplement les actions. Si je vais par exemple sur TradingView et que je compare, donc je vais prendre l'indice, on va prendre le S&P 500 et on va comparer tout simplement aux obligations, donc l'intégralité du marché obligataire aux États-Unis. Et vous voyez que, regardez, ici, quand on a le marché action qui va baisser, ici, eh bien, en fait, on voit que les obligations vont monter, voire même se stabilisent. Donc, le gros avantage, c'est que quand le marché action va baisser, les obligations auront tendance à monter. C'est ce qu'on appelle la corrélation négative. Quand un actif monte, l'autre descend. Ça vous permet de réduire les baisses tout simplement. Puisqu'à l'inverse, quand les actions baissent, les obligations montent. Et donc, si vous avez un petit peu des deux, ça peut être vraiment intéressant pour lisser votre performance et donc réduire les risques. Donc, vous voyez que vous n'avez pas que des ETF actions, vous avez également des ETF obligations. Donc vous avez ici donc des métaux précieux, crypto-monnaies, etc., etc. Je vous laisserai regarder. C'est un point également extrêmement intéressant à prendre en compte. Encore une fois, veillez à optimiser les frais, regardez les performances passées et sur quel marché on se situe. À présent, passons au deuxième critère qui est les ETF peu risqués. Et donc là, encore une fois, on parle de la classe d'actifs sur laquelle on est investi. Forcément, si on regarde les actions, on voit en fait que, donc si on regarde par exemple, je vais reprendre l'ETF par exemple qu'on avait, allez, on va prendre un ETF donc au hasard, on va prendre celui-ci. Regardez ici, par exemple, ça peut être vraiment intéressant d'investir là-dessus. Donc bon, il est un petit peu trop jeune, je vais en prendre un petit peu plus vieux. On va mettre l'âge et on va mettre au moins 5 ans, comme ça on aura toujours un petit peu plus de vécu. Donc je vais prendre celui-ci sur le S&P 500. Donc regardez, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant au niveau de la performance. On est à 22% là sur l'année. Et si on regarde sur les 5 dernières années, on est à 104%. Donc c'est intéressant. Le seul problème, c'est que vous voyez ici, on a eu une grosse baisse ici. Si je prends par exemple, je vais enlever ça. Là, je suis sur le S&P 500. On voit que le S&P 500 ici, il a perdu donc sur cette période-là, hein, donc ça c'était la crise du Covid, on a perdu 33% ici. Donc il fallait tout simplement l'assumer. Donc c'est intéressant, mais néanmoins ça peut être vraiment risqué. On voit, et je vais regarder la crise de 2008 hein, ici, donc on est à un plus haut entre 2007 et là on atteint un plus bas en 2009. Regardez ici, on perd 57%. Donc encore une fois, si vous êtes investi que sur un seul ETF qui est uniquement action, quand le marché action baisse, vous perdez tout. Si par contre vous avez également des obligations, etc., eh bien ça vous permettra de monter et donc d'éviter cette baisse tout simplement. Donc ça c'est également un autre critère très important. L'autre point, c'est l'encours sous gestion de l'ETF. Regardez ici, je vais retourner en arrière et on va voir que on va regarder ici dans les critères. Donc je vais additionner un petit peu les différents critères qu'on va avoir.
Donc on a au niveau donc, des différents frais, on pourra les classer ici. Au niveau de l'encours sous gestion, on va avoir donc la taille du fonds. Je vous recommande au minimum 100 millions donc de cocher cet ETF là, comme ça on vire tous les petits. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des fonds, par exemple vous voyez celui-ci là, il a 5 millions. 5 millions d'encours, c'est beaucoup trop petit, c'est trop risqué parce que ça veut dire que probablement il est jeune ou alors qu'il y a très peu d'argent dessus, donc il y a beaucoup trop de risques. S'il y a plusieurs centaines de millions, au minimum 100 millions, eh bien forcément on va réduire les risques parce que eh bien, tout simplement il y a beaucoup d'argent et donc c'est un produit financier important. Par exemple, regardez celui-ci, il y a 11 milliards, donc 11 000 millions, hein, 11 milliards d'investis, donc potentiellement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sécuritaire. Là on a 49 milliards, enfin vous voyez qu'on a vraiment des fonds extrêmement importants. Donc l'encours sous gestion, combien d'argent il y a déjà dans cet ETF parmi d'autres investisseurs, c'est vraiment extrêmement important pour le risque. La fiabilité de l'émetteur également. Donc regardez ici, on voit qu'on a tout un tas d'émetteurs. Alors aujourd'hui les émetteurs sont relativement intéressants. On a Amundi qui est le plus gros en Europe. Amundi qui a racheté Lyxor d'ailleurs, donc c'est les plus gros. On a iShares également qui est le plus gros au monde pour le coup. Donc c'est là on a vraiment des ETF gigantesques, hein. On peut voir que celui-ci par exemple, on est à 49 milliards sur cet ETF là, donc c'est juste gigantesque. Par contre LNG, bon à voir. HSBC c'est une banque, pourquoi pas. On peut également regarder, hein, on va regarder les différents émetteurs qu'on peut avoir. Invesco ici, on a Xtrackers par exemple, un petit peu moins connu. À vous de voir si vous voulez investir sur cet émetteur-là. Vanguard également, qui est l'un des plus gros au monde également. HSBC toujours. Enfin, regardez en fait l'émetteur dans lequel vous allez investir en fonction de ce que vous voulez faire. Pour trouver les émetteurs, généralement c'est au début du nom de l'ETF. Vous allez sur le site, par exemple là j'étais tout à l'heure, souvenez-vous, j'étais allé directement sur Amundi. Donc Amundi ETF par exemple, hein, je vais aller du côté particulier. Et ici, vous pouvez tout simplement vous renseigner sur l'émetteur. Où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils proposent, quelle est leur taille, quelles sont leurs garanties, leur sécurité, etc. etc. Donc l'émetteur, c'est quand même un point extrêmement important. Étant donné qu'on n'achète pas une entreprise, mais qu'on va acheter un ETF, eh bien on passe toujours par un émetteur. C'est l'émetteur qui va émettre cet ETF et on va passer tout simplement par lui. Également, l'ancienneté de l'ETF. On l'a vu tout à l'heure, mais typiquement, n'achetez pas un ETF qui a 1 an. Achetez un ETF qui a au moins 5 ans. C'est vraiment un critère important parce que plus il est long terme, plus il est vieux, plus il est présent depuis longtemps, plus il va être solide, plus on va pouvoir regarder un petit peu les performances passées qu'il aura eues et plus on peut avoir confiance dedans. Donc avoir un ETF qui est là depuis très longtemps, ça peut vraiment être un critère essentiel pour la sécurité. Vous voyez que rien que là, hein, je suis passé de 1999 à 1997 dans le domaine des actions. Ici donc... vous voyez que je suis passé de 1997 ici à 429 ETF seulement dans le domaine des actions. Plus de 5 ans et plus de 100 millions d'euros. Et si on passe à 500 millions d'euros, là on voit qu'on est à 226 ETF. Donc là tout de suite on élimine tous les ETF qui vont tout simplement avoir beaucoup de risques et on va tout simplement garder le cœur des ETF les plus intéressants. Également ici la devise de l'ETF. Donc ça c'est important. La devise ici c'est quelque chose que vous devez regarder. On peut voir ici que dans la colonne on a la devise dans laquelle vous allez acheter cet ETF. Si vous voulez acheter en euros par exemple, donc on va classer, donc là on voit qu'on est en dollars canadiens, là on est en francs suisses, là on a de l'euro ici. Donc si vous voulez peut-être investir en dollars, ben, vous regardez, hein, vous pouvez classer par dollars. On voit également qu'on a des livres. Donc voilà, à vous de voir en fonction de la devise dans laquelle vous voulez investir, en fonction du pays peut-être dans lequel vous vivez. Si vous voulez peut-être aussi avoir plusieurs devises, à la fois de l'euro, du dollar, du livre sterling, peu importe. C'est vraiment à vous de voir. Donc dans tous les cas, la devise c'est important parce que une devise peut se dévaluer. Si à un moment donné vous voyez que le dollar, parce que encore une fois on investit sur le très long terme, donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Si peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, le dollar perdait vraiment de sa valeur, ou l'euro, ou le livre, ou peu importe, eh bien, si vous êtes investi à 100% dans cette devise-là, attention, vraiment, donc la devise dans laquelle vous allez investir peut vraiment impacter les résultats parce que si une monnaie s'effondre, bien c'est la valeur de votre investissement également qui va s'effondrer. Donc la devise est également un point important à prendre en compte. Et enfin pour finir, le dernier critère, c'est tout simplement votre situation personnelle. Et là c'est un point extrêmement important à prendre en compte. On va voir ici par exemple la liquidité de l'ETF qui va être un point extrêmement important, c'est-à-dire les volumes d'échange. Alors
Bien entendu, ça va être beaucoup moins important si votre objectif c'est d'investir sur le long terme. Néanmoins, les liquidités sont quelque chose qui nous permettent de voir s'il y a beaucoup de transactions sur cet ETF-là et donc s'il est liquide, c'est-à-dire que est-ce que vous allez pouvoir acheter facilement des positions et rapidement les vendre. Plus il y a de liquidité, plus les mouvements de marché sont rapides. Si on regarde par exemple un ETF, par exemple, regardez, si par exemple je prends un ETF qui a une petite taille, que je vais prendre par exemple un ETF qui est à, on va classer par taille, on va prendre le plus petit ici. On va prendre le plus petit. Vous allez voir un petit peu la liquidité. Voilà, je vais prendre par exemple celui-ci. Celui-ci, donc le ticker c'est MOED. Donc je vais aller sur Interactive Broker et je vais mettre MOED ici. Regardez, donc on va regarder les volumes. Alors hop. On va regarder les volumes. Bah, vous voyez qu'ici, il n'y a carrément pas assez de volume pour les afficher, donc c'est clairement pas intéressant. Je vais prendre peut-être une taille un peu plus grosse pour pouvoir avoir tout simplement des volumes un peu plus élevés, enfin pour vous montrer ce que c'est des petits volumes. Je vais prendre par exemple celui-ci. Donc le ticker, c'est celui-là. Donc je vais sur TradingView. Donc vous voyez vraiment les différentes étapes. Alors hop, je vais faire dans tout. Et là, on voit donc sur la bourse de Milan, on a cet ETF. Et les volumes, alors regardez bien ici, les volumes vont s'afficher ici quand je passe ma souris. Et donc vous voyez que là on est à 7000, 1200, enfin c'est très très faible honnêtement. Là 0, enfin c'est très peu liquide. Vous voyez que ici, là on est vraiment à 0, 0, 0, vous voyez. Donc même si vous avez des parts de cet ETF là, c'est même pas dit que vous puissiez les vendre si personne ne veut les acheter parce qu'il y a très peu de volume. En l'occurrence, si je prends le plus gros par exemple, pour vraiment vous montrer les deux extrêmes, je vais prendre celui-ci. Et on voit que le ticker, c'est celui-là. Donc, je vais ici. Je prends ce ticker-là. On est sur la bourse de Milan ici. Et regardez la différence. Là, on a des volumes tous les jours. C'est très liquide. Vous voyez que là, on est à 16 000, 10 000, 14 000, 6 000. Bref, il y a vraiment du volume. Et on voit que si on l'achète, on pourra l'écouler rapidement. On peut acheter, vendre rapidement. Donc, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Également, ce qu'on va prendre en compte aussi, ça va être la place boursière d'investissement en fonction de là où vous pouvez investir. Vous verrez qu'en fonction des ETF, vous pouvez pas forcément, enfin ils ne sont pas tous sur la bourse de Paris. Vous voyez que celui-ci par exemple, il est sur la bourse italienne. Dans ce cas-là, le ticker sera celui-ci. On l'a également à Amsterdam, on l'a à Londres, on l'a en Suisse. Bref, vous voyez qu'il est présent sur plusieurs places boursières. Donc, à vous également de regarder sur la place boursière peut-être sur laquelle vous voulez investir. Également, et là c'est un point extrêmement important, c'est l'éligibilité PEA. Alors ça va s'adresser uniquement aux Français. Alors quand vous investissez en bourse, sachez-le, vous avez deux possibilités. Soit vous investissez dans un compte titre, c'est-à-dire que vous pouvez acheter n'importe quel ETF dans le monde entier. Mais le problème, c'est que vous êtes imposé à hauteur de 30% sur vos plus-values. Et ces 30% sont répartis entre 12,8% d'impôts et 17,2% de CSG, c'est-à-dire des prestations sociales. Eh bien, le gros avantage du PEA, donc je vais aller sur le site officiel, le gros avantage du PEA, c'est que si vous retirez votre argent, donc c'est un compte qui est l'équivalent d'un compte titre, vous pouvez investir en bourse, mais si vous retirez votre argent après 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts, donc vous aurez toujours les 17,2% de prélèvements sociaux à payer quand vous allez prendre vos bénéfices, mais vous aurez 12,8% d'impôt qui ne sera pas prélevé sur les bénéfices, donc vous êtes exonéré d'impôt. Le petit bémol, c'est que c'est plafonné à 150 000 €, mais donc ça dépendra en fonction de ce que vous voulez. Dans tous les cas, si vous voulez investir dans un PEA, c'est un critère extrêmement important à prendre en compte. Donc on va reprendre nos critères, plus de 5 ans, on va regarder plus de 500 millions et on va mettre éligible au PEA. Là, on voit qu'on tombe plus qu'à 26 ETF disponibles par rapport à ce qu'on voulait. Ensuite, on pourra classer par devise, taille du fonds et tout simplement les frais ainsi que la performance. Ensuite également, on peut regarder, alors là c'est vraiment facultatif, hein, c'est vraiment technique, vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais je voulais vraiment vous donner tous les critères possibles. C'est la réplication synthétique ou physique. En gros, sachez-le, un ETF peut soit répliquer physiquement la performance d'un indice, c'est-à-dire acheter réellement une action, c'est-à-dire que quand vous répliquez physiquement, vous êtes réellement vous propriétaire d'une partie des sociétés, Apple, Tesla, Amazon, etc. Ça c'est pour le physique. Le synthétique a pour but de reproduire la performance d'un indice, mais sans forcément acheter les valeurs de l'indice. Sur le S&P 500 par exemple, on l'a vu, il y a du Apple, du Tesla, du Amazon, et bien il existe des ETF synthétiques qui vont reproduire cette performance sans être réellement propriétaires de ces actions. Elles vont par exemple acheter des actions européennes et avec des contrats de swap, etc. Bon bref, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, vont arriver à reproduire les performances de l'indice en question.
Concrètement pour vous, qu'est-ce que ça change? Rien. C'est juste que ça peut être intéressant à savoir. Ici, on peut le regarder dans les détails. On va par exemple prendre au hasard celui-ci par exemple. Voilà. Et on va regarder donc dans les détails. Est-ce qu'on est... Voilà. Donc ici, on a une réplication physique. Donc ça peut être intéressant. On va regarder. Est-ce qu'on l'a dans les critères ici? Voilà, donc ici on a la méthode, donc full réplication ou swap base. Donc swap base, ça va être une réplication synthétique. Et on peut voir ici hein, que par exemple celui-ci a une réplication probablement synthétique qui va être voilà, synthétique unfound swap. Et donc tout simplement, ça veut simplement dire que vous ne serez pas, vous n'investirez pas directement dans les 600 sociétés que compose l'indice, mais il y aura des contrats de swap. En gros, la performance sera plus ou moins la même, mais c'est juste bon à savoir. Autre point extrêmement important cette fois-ci pour la performance également, c'est la distribution des dividendes. Mais j'ai voulu le mettre dans la situation personnelle puisque ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous voulez que les dividendes, parce que oui, un ETF reverse des dividendes, je sais qu'on me pose souvent la question, est-ce que en possédant des ETF, on a des dividendes? Oui, vous avez des dividendes. Étant donné que dans l'ETF, pour le S&P 500 par exemple, vous avez un peu d'Apple, un peu de Tesla, un peu d'Amazon, à la fin de l'année, ces sociétés vont reverser des dividendes et vous allez avoir votre part. Et donc là, les dividendes vont soit être distributifs, soit accumulatifs ou dit capitalisant. Et là, c'est extrêmement important parce que ça peut avoir un impact sur votre fiscalité, mais également sur votre performance. En gros, ça veut dire quoi? Quand ils sont accumulatifs, les dividendes vont automatiquement être réinvestis dans votre portefeuille et ça va augmenter votre position tout simplement sur cet ETF-là. Distribuant, ça veut dire que tous les ans, tous les trimestres ou peu importe, vous allez tout simplement recevoir un chèque entre guillemets avec les dividendes qui vont être proportionnels à la part de l'ETF que vous possédez. Regardez, on va regarder ça. Si je vais dans les ETF, donc on va garder nos critères de tout à l'heure et on va regarder tout simplement la méthode de distribution des dividendes. Donc pour ça, on va aller regarder directement sur les ETF. Donc on va prendre celui-là par exemple. Donc là, on voit qu'on est à 26. Hein. On va prendre par exemple celui-là, donc un ETF sur le CAC 40 ici et on va regarder. Donc là, voilà. Donc politique de distribution, enfin de distribution des dividendes, on est à distributing. Donc là, en gros, vous allez recevoir les dividendes. L'impact sur la fiscalité, quand c'est distributif, c'est que vous allez être imposé à 30% à chaque fois que vous allez recevoir de l'argent parce que c'est détecté comme un bénéfice. L'autre problème, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans une période d'accumulation de capital, je vous recommanderais vraiment d'être en accumulatif parce que ça va faire augmenter votre capital beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, c'est extrêmement important ici. On va essayer d'en prendre un autre qui va être plutôt capitalisant. Si je prends, donc en fait, on peut le voir dans le nom. Vous voyez que là, on est distributif, accumulatif, distributif. Alors, et en fait, on peut regarder. Hein, donc, vous voyez que souvent, c'est dans le nom. Hein. Souvent, c'est dans le nom. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est dans le nom. Par exemple, celui-ci, c'est pas dans le nom. Il faut cliquer pour aller voir. Mais par exemple, celui-ci est accumulatif. Donc là, ça peut être intéressant. Vous voyez ici. Donc, on peut regarder. Vous voyez, hop. Donc là, on est bien accumulatif. Donc, ça veut dire que les dividendes vont être automatiquement réinvestis. Et donc, ça peut être vraiment intéressant si vous êtes dans une phase, non pas de vivre tout de suite de vos rentes, mais de faire fructifier votre capital pour plus tard. Ok, petite pause café avant le dernier critère qui est également un critère extrêmement important. Et le dernier critère, c'est le prix pour une part de l'ETF. Alors là, c'est important. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez acheter un ETF que une part par une part. Vous ne pouvez pas vous dire par exemple, bah tiens, j'aimerais bien avoir cet ETF, mais je voudrais mettre que 20 euros. Non, vous ne pouvez que investir 92,95 €. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte parce que si dans votre plan, vous voulez par exemple mettre 100 € par mois, eh bien il y a certains ETF que vous ne pourrez pas acheter tout simplement parce que c'est mathématique, ils coûtent trop cher. Si je prends notamment le cas, je crois que c'est celui de iShare qui est assez cher. Si je prends la taille du fonds, on va comparer par la taille du fonds. Je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, ici on voit que celui-ci est à 131 €. Donc si vous voulez deux parts, il faudra forcément investir 262 €. Si vous en voulez une, c'est 131 €. Donc si votre plan d'investissement c'est uniquement 100 € par mois, vous voyez que là ça va être un petit peu trop cher, de 30% par rapport à votre budget. On va regarder, hein, c'est vraiment intéressant de regarder le prix. Celui-ci est à 142 € encore une fois, vous voyez. Par contre, on en a qui sont très peu chers. En l'occurrence, je sais que Lyxor, ils ont des ETF assez peu chers sur le Stoxx par exemple. Ouais, vous voyez ici, on est à 40 €. Donc là, si votre budget est de 100 €, vous pourrez en acheter deux parts par mois, par exemple. Et tous les mois, vous achetez une part, une part, une part. En plus, il est accumulatif. Et là, il faut regarder les frais. On est à 0,2%.
c'est pas le plus intéressant, mais ça reste quand même pas mal. On va regarder par exemple au niveau, si on veut par exemple du l'X, alors on va regarder. Alors oui, c'est parce que là, je suis en PEA. Donc, si j'enlève le PEA, imaginons que vous ne voulez pas investir dans le PEA, j'ai plus de choix. Donc là, j'ai iShare. Donc là, on est bien parce qu'on a 0,07%, 22% l'année dernière, donc c'est bien. On va regarder. Donc, il est présent depuis au moins 5 ans parce qu'on l'a mis dans le critère. On voit que sur les 5 dernières années, celui-ci a réalisé une performance de 97%. C'est plutôt très bien. Donc, là, cette année, il perd un peu, bah, c'est normal, c'est parce que le marché est en train de baisser. Il est accumulatif, on a des frais presque ridicules. Ici, donc, alors le problème, c'est qu'il n'est pas PEA. Mais par contre, voilà, il coûte 400 €. Donc, il faut avoir les moyens d'investir dans ce genre d'ETF-là. C'est le seul petit bémol. Donc ici, encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas d'ETF parfait. Ça dépend vraiment de votre situation en fonction de la performance, en fonction du risque et en fonction également de votre situation personnelle. Est-ce que vous voulez du PEA? Est-ce que vous voulez quelque chose d'accumulatif? Est-ce qu'il est disponible également sur une place boursière? Donc ici, on a Euronext, donc on a Amsterdam, on a Londres, on a Italie, etc., etc. Donc voilà, autant de critères extrêmement importants à prendre en compte. Voilà, donc je vous le rappelle, le critère numéro 1, on va essayer d'optimiser les frais, regarder les performances passées, sur quel marché il se situe et sur quelle classe d'actifs on est investi. Au niveau du critère numéro 2, on va regarder sur quelle classe d'actifs on est investi également, l'encours sous gestion de l'ETF, la fiabilité de l'émetteur, l'ancienneté de l'ETF, la devise de l'ETF et enfin on finira nos recherches par la liquidité de l'ETF, la place boursière d'investissement, l'éligibilité PEA ou pas si vous en avez besoin, la réplication, est-ce qu'elle est synthétique ou physique, la distribution des dividendes et le prix pour une part de l'ETF. Ça fait beaucoup, je sais, il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo de formation à nouveau pour vraiment reprendre les bases et reprendre un petit peu tous ces éléments-là. Ça fait beaucoup de choses, mais vous avez ici tous les éléments dont vous avez besoin pour choisir vos ETF. Donc c'est vraiment une information en or. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Faites-moi exploser le bouton des likes parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à réaliser et je l'ai fait vraiment pour vous apporter un maximum de valeur. Également, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous allez voir dans la description le premier lien qui se trouve en dessous. J'ai réalisé une série de 4 vidéos de formation gratuites également dans laquelle vous allez pouvoir accéder à d'autres éléments qui vont aller un petit peu plus loin que simplement le choix de l'ETF comme on l'a vu aujourd'hui. Vous verrez par exemple donc comment éviter les 3 erreurs de 98% des investisseurs. On verra le bon moment pour investir. Donc d'ailleurs, vous verrez dans cette deuxième partie, je vais investir 6 000 $ en direct. Vous verrez comment investir, à quel moment investir, etc. etc. Vous verrez également comment éviter les cracks. Il y a 2 secrets. Et voire même comment gagner de l'argent pendant les cracks. Donc je vais vous le montrer. Et pour finir, les 4 étapes pour vraiment devenir libre financièrement avec la bourse. Donc quel est le plan à mettre en œuvre, comment mettre en place tout ça. Si vous souhaitez accéder à cette formation gratuite pour aller encore plus loin parce que cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien, c'est le premier dans la description, ou alors sur l'image qui apparaît juste ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire. Je vous invite à faire exploser le bouton des likes encore une fois et je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.